Histoire Géo au tableau te parle aujourd'hui de l'Asie du Sud et de l'Est, les défis de la population et de la croissance. Voilà, donc alors l'espace dont nous allons parler, c'est celui qui apparaît sur cette carte en jaune, tout simplement, et on le précise parce que Asie du Sud, hein, en gros, c'est tout le sous-continent indien, et de l'Est, ce qu'on appelle aussi parfois l'Extrême-Orient, puis il y a l'Asie du Sud-Est également. Eh bien, ce n'est pas toute l'Asie, hein, ici, toute la Russie, c'est le nord de l'Asie, puis il ne faut pas oublier aussi que l'Asie, à l'ouest, s'étend jusqu'au bord de la Méditerranée au Moyen-Orient. Voilà, nous parlons donc de l'Asie du Sud et de l'Est, une région qui, depuis le début du XXIe siècle, est marquée par une croissance économique spectaculaire. Hein, c'est aujourd'hui plus du tiers de la richesse et plus du tiers des exportations mondiales. C'est une croissance insolente de pays hein, qu'on appelle émergents. C'est bien sûr la place prééminente de la Chine, dont on parle tout le temps. Puis c'est aussi les aspects démographiques. Hein, plus de la moitié de la population mondiale, les deux géants. Bon, donc on va s'intéresser dans ce chapitre conjointement en fait aux aspects démographiques et économiques. Hein. D'ailleurs, ce sera les deux premières parties qu'on va traiter, hein, les aspects démographiques de cette région, puis les aspects économiques. Mais la réflexion, l'analyse, vous savez, quand on fait une composition, il faut de la réflexion, et bien ça portera sur la relation entre ces deux éléments. Autrement dit, est-ce que cet accroissement de richesse récent contribue réellement à l'amélioration de la vie des habitants? C'est-à-dire en clair qu'on s'intéressera à la notion de développement, et c'est ce qui fera l'objet de la troisième partie. Axée autour de la problématique suivante, on peut se demander en clair quels sont les défis, et on insiste sur ce mot bien sûr, les défis posés par l'émergence économique de la région la plus peuplée du monde. Et bien sûr, donc derrière défi, c'est tout simplement, est-ce que cette croissance démographique, c'est plutôt un potentiel pour le développement des pays asiatiques ou, à contrario, est-ce que ce ne serait pas plutôt un frein? Voilà, hein, tout autour de quoi va s'articuler donc la problématique de cette question. Donc tout de suite, on entre dans le vif du sujet puisque le plan est annoncé. Hein. Grand 1, tout simplement, on va l'intituler donc l'espace le plus peuplé du monde. Voilà. Juste un coup d'œil sur cette carte très simple mais tellement explicite. Vous voyez le cercle qui est identifié à l'est, eh bien considérez qu'il y a plus d'habitants qui vivent dans ce cercle qu'à l'extérieur du cercle sur l'ensemble des continents. Voilà, c'est ça l'Asie du Sud-Est. Hein. C'est donc on retiendra d'abord 55% de la population mondiale. Autrement dit, en chiffres, ça fait voilà, 3 milliards 800 000 habitants au total. Donc évidemment, c'est énorme. On va préciser tout ça avec une carte plus précise de la population. Bah oui, parce que sur cette carte, on va déjà individualiser, bien évidemment, ces deux géants démographiques dont on parlait tout à l'heure, la Chine avec un petit peu plus d'1 milliard 300 millions d'habitants, l'Inde ici avec 1 milliard et presque 300 millions d'habitants. L'Inde va dépasser la Chine très bientôt. Donc à eux seuls, hein, l'Inde et la Chine, vous pouvez noter le chiffre, hein, ils concentrent 37% de la population mondiale, hein, toujours. Euh, voilà, et les situations sont un petit peu différentes. Hein. Vous le voyez avec la couleur que représentent tous ces carrés. On voit que la transition démographique, elle est plus ou moins en voie d'achèvement. Et elle est encore forte dans tous ces pays de l'Asie du Sud, le Pakistan, donc l'Inde, le Bangladesh. Euh, et à partir de 2030, on estime qu'il y aura un lent déclin jusqu'en 2050. Mais aujourd'hui, l'Inde, c'est encore plus 27 millions d'habitants par an. Voilà, donc c'est un chiffre aussi qu'on peut retenir pour illustrer cette croissance hein, par l'inertie démographique du pays. On voit qu'en Asie du Sud-Est et en Asie de l'Est, hein, on disait donc en Chine, mais également on le voit par exemple en Thaïlande, on est plus dans une période de stagnation. Hein, la Chine, c'est en 2010 plus 16 millions d'habitants seulement. Bon, ce qui est bien évidemment beaucoup, mais à l'échelle de la Chine, ça représente finalement peu. Et on le disait donc, hein, aux alentours de 2030-2040, eh bien la Chine sera le pays le plus peuplé. Donc toute cette c'est une fois qu'on a vu ces foyers ici, hein, on peut s'interroger sur les défis démographiques que pose cette situation. Hein, ça pourrait être une deuxième sous-partie si on considère que la première que j'ai pas indiquée serait un état de ces grands foyers de peuplement et de leur dynamisme. Alors les deux défis, c'est d'abord celui du vieillissement. Et oui,
C'est pas vrai dans tous les pays, bien évidemment, mais dans le cas d'un pays comme le Japon, par exemple, où la population croît très doucement depuis longtemps, eh bien, on a noté que depuis 2004, il y avait moins 200 000 habitants dans cet archipel nippon, que la population âgée de plus de 65 ans, qui représentait 8% seulement de la population totale en 75, représentera en 2030 le tiers de la population. Donc en 2030 pour les plus de 65 ans au Japon. C'est vrai également en Chine, où on estime que d'ici à 2030, pour la Chine, eh bien, ce sera 100 millions de personnes en moins, donc une main-d'œuvre en moins, que dans une ville comme Shanghai, eh bien, la population de plus de 60 ans représentera le quart de la population totale. Alors, ça interroge cette question du vieillissement parce que ça peut remettre en cause la croissance, avec moins de main-d'œuvre, moins de consommation, et puis ça interroge également sur le financement des retraites et donc par là même sur le maintien de politiques des limitations de naissance, comme ça a été le cas en Chine pendant longtemps avec la politique de l'enfant unique. Et le deuxième défi de cette population, c'est également le déséquilibre dans beaucoup de pays de ce qu'on appelle le sex ratio, c'est-à-dire la différence de population entre les hommes et les femmes. Ce déséquilibre, par exemple, en Chine, il est de l'ordre de 123. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a 123 hommes pour 100 femmes. Ça, c'est pour la Chine, je le disais. Et puis pour l'Inde, il est de 112. Là aussi, 112 femmes pour 100 hommes, 100 hommes pardon, en Inde. Et c'est lié avant tout à des raisons socio-culturelles et pas à des raisons démographiques. C'est ce qu'on appelle pour l'Inde le fondamentalisme démographique. C'est-à-dire qu'en clair, comme le dit le proverbe indien, avoir une fille, c'est comme arroser le jardin du voisin, puisqu'il faut laisser partir la fille et verser une très forte dot à la famille du mari. Donc c'est un problème majeur qui mérite attention, bien évidemment, parce que ça compromet l'avenir démographique du pays. Voilà. Et puis une troisième sous-partie dans cette première, ce grand 1 là, sur la démographie sera consacré dans ce travail à l'urbanisation. On pourrait parler d'une urbanisation explosive à propos de cette région d'Asie du Sud et de l'Est. Il faut vraiment faire un focus dessus. Alors, vous irez voir une carte des grandes mégapoles asiatiques dans n'importe quel atlas ou manuel de géographie, pour juger de leur nombre et puis également de la rapidité de leur croissance. On va passer très vite sur l'aspect urbain dans ce chapitre, tout simplement parce qu'on l'a beaucoup évoqué à travers l'exemple de Mumbai. Je vous renvoie au cours sur Mumbai, à l'étude de cas. Ça a été vu également dans les chapitres sur la mondialisation. On rappellera juste quelques chiffres pour mesurer l'explosivité de cette urbanisation en Asie. Le taux d'urbanisation global, c'est vrai qu'il reste assez faible puisqu'il est aujourd'hui de l'ordre de 44%. Mais c'est une valeur relative, il ne faut pas oublier qu'on raisonne à l'échelle d'une population très nombreuse, par exemple en Inde, où la population, où le taux d'urbanisation n'est que entre guillemets de 31%, et ben ce 31% pour l'Inde, ça représente aujourd'hui près de 400 millions d'habitants, c'est-à-dire une population urbaine indienne qui est largement supérieure à l'ensemble de la population des États-Unis par exemple. Voilà, donc voilà, un 44%, d'abord c'est un taux important, et puis en plus, cette urbanisation elle est en très forte croissance. C'est aujourd'hui, l'Asie du Sud et de l'Est, les 2 tiers de la croissance urbaine mondiale. 2 tiers de la croissance sont assurés par cette seule région d'Asie du Sud et de l'Est. La croissance urbaine, évidemment. Et puis il y a de très très grandes métropoles. 8 des plus grandes métropoles mondiales sur les 10 premières sont situées en Asie. C'est Tokyo bien sûr et c'est Mumbai. Une fois de plus, je vous renvoie à cette étude de cas sur Mumbai. Et puis on va maintenant tout de suite passer dans le grand 2 aux aspects économiques, comme on l'annonçait tout à l'heure. Donc on va tout simplement parler du pôle majeur de l'économie mondiale. Voilà, ni plus ni moins. Donc, pôle majeur de l'économie mondiale à propos de l'Asie du Sud et de l'Est. Voilà. On va donc dans un premier point, une première sous-partie, tout simplement préciser un petit peu, qualifier cette croissance
exceptionnelle et récente, hein, donc une croissance récente et très forte, depuis en gros les années 2000. Hein. Le taux de croissance, il est par rapport à celui de la zone euro supérieur de 4,5%. Voilà, c'est dire. Euh, on va tout de suite l'illustrer également à travers un exemple très concret. Et oui, parce qu'il faut du concret aussi, des exemples précis dans une composition. Alors voilà, ce graphique montre tout simplement l'évolution des exportations pour un pays de l'Asie du Sud-Est, qui est l'Indonésie, depuis 2003 jusqu'en 2012. Alors il se passe presque de commentaires, hein, tant on voit que cette évolution est régulière et tout à fait impressionnante. Hein. Bon, il y a juste ce petit creux au moment de la crise financière de 2008 hein, mondiale, mais on voit néanmoins que ça se rétablit et puis que la croissance se poursuit. Voilà, donc un exemple très concret qui illustre hein, comment donc il y a eu une croissance très importante aujourd'hui. Donc l'Asie du Sud et de l'Est, hein, c'est un chiffre à noter, 38% précisément du PIB mondial. Voilà. Et on pourra noter qu'en 1980 c'était 10%. Hein, donc c'est impressionnant bien sûr. 31% du commerce mondial, qu'en 2012, la Chine à elle seule, elle pèse, hein, encore quelques chiffres, hein, un petit peu plus de 15% du PIB mondial pour la seule Chine, tandis que l'Inde et le Japon font chacun 6% de ce PIB mondial. Alors voici une carte un peu plus précise de la croissance de l'économie dans cette région. Voilà une carte économique donc sur laquelle le carré, la taille du carré de chaque pays représente bien en valeur absolue le PIB produit par chacun d'entre eux, où l'on voit par exemple que le PIB chinois ici a dépassé en 2010 celui qui jusqu'alors était le premier de la région, celui du Japon. Voilà. Aujourd'hui, la Chine est devant. On peut observer également, vous voyez, comment le PIB chinois par rapport au PIB indien est largement supérieur. Et puis les différentes plages de couleurs hein, pour chacun des pays correspondent au taux de croissance. Hein. En gros, plus on est dans des couleurs denses, hein, comme pour la Chine ici par exemple, plus on a des taux de croissance élevés. On voit très clairement hein, la différence entre l'Asie de l'Est et puis l'Asie du Sud par exemple. Alors il y a ce qu'on appelle des modèles économiques qui se sont développés dans cette région depuis déjà quelques années. Alors très rapidement, un petit historique. Hein. On peut dire du Japon, hein, je disais tout à l'heure qu'il avait le plus grand PIB, que le Japon, dès les années 1960, a été un précurseur de ce développement économique, hein, un petit peu avant même. On le verra plus en détail dans le chapitre suivant, hein, consacré au Japon. Puis après, il y a ce qu'on appelle les NPI, les nouveaux pays industrialisés, dits de première génération. On les appelait parfois les dragons, et je veux parler par là donc de la Corée du Sud, de Taïwan, de Hong Kong à l'époque où cette île n'avait pas été rétrocédée à la Chine, et puis ici à Singapour, la cité-État au sud de la péninsule de Malacca, qui ont été donc dans les années 70 essentiellement, qui ont connu de la croissance parce qu'il y avait le glissement des activités depuis le Japon hein, vers voilà, une forme de délocalisation déjà vers ces dragons, ces pays ateliers. Ils étaient attirés par les zones franches, les bas salaires. Il y avait des investissements occidentaux, en particulier des États-Unis également. Et puis dans un deuxième temps, dans les années 80, il y a eu à nouveau ce qu'on a appelé parfois les bébés tigres, hein, des NPI, on peut dire de deuxième génération, qui concernent la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines. Et puis, à cette même époque, s'est également développée toute la Chine littorale, dans ces zones économiques spéciales. Je vous renvoie, là, vous savez, au cours d'histoire sur les 4 modernisations, et puis également au chapitre de géographie suivant pour évoquer l'ouverture économique de la Chine à partir des années 80. Et puis pour terminer, et pour ce qui concerne l'Inde, hein, on disait tout à l'heure que par rapport à la Chine, elle accusait un certain retard dans son PIB. Les réformes économiques et l'ouverture ont été plus tardifs. Hein. Pour l'Inde, ça date des années 1990. Hein. Il faut attendre 1991 pour qu'officiellement le pays s'ouvre, qu'il y ait des réformes économiques et que des secteurs de pointe, comme l'informatique par exemple, émergent en Inde, et que des firmes transnationales, des FT indiennes comme Tata
ou ArcelorMittal aujourd'hui, ne se développent. Voilà, mais dans tous les cas, et cette carte en rend bien compte, hein, il y a, malgré une croissance qui est commune à toute cette zone, un niveau de croissance et de développement économique qui est relativement divers. D'ailleurs, vous pourriez, dans le cadre d'une composition, utiliser un schéma de ce type pour l'illustrer. Voilà un petit schéma tout simple, oui, de ce type-là qui rend compte de la particularité de la situation chinoise, hein, en rouge, avec un haut niveau de croissance, et puis ensuite représenter donc hein, toute l'Asie du Sud, ici, et de l'Est, avec une couleur orangée hein, qui montre que la croissance est plus récente, tandis que le Japon en vert ici, et puis la Corée du Sud, Taïwan, et Singapour, comme on le disait tout à l'heure, représentent les premiers pôles de la croissance dès les années 60-70, voilà, on entoure l'ASEAN, on pourra en reparler. Ouais, hein, un petit schéma tout simple comme ceci, bien évidemment, c'est bienvenu dans une composition, même si évidemment ça ne rend compte que de l'essentiel, hein, puisque à l'échelle des États, je pense à la Chine par exemple, certains sont inégalement développés, donc on ne peut pas dire de toute la Chine, bien sûr, qu'elle connaît une forte croissance. Voilà. Toujours dans ce grand 2, on va distinguer maintenant dans un grand B et dans un grand C, justement pour le préciser, hein, les différences entre l'Asie de l'Est et puis l'Asie du Sud. Donc le grand B, oui, à propos, on pourrait parler d'une Asie donc, de l'Est, hein, qu'on va qualifier de fortement intégrée. Voilà. Une Asie de l'Est fortement intégrée, au stade où on en est dans le programme, vous devez savoir hein, ce que signifie intégrer hein, lorsque les États font des tentatives de rapprochement en signant des accords entre eux, et ce qui facilite les échanges en particulier. Voilà tout de suite une illustration de cette intégration. Nous parlions déjà de l'Indonésie tout à l'heure, et bien reprenons le même exemple, l'exemple de ce même pays. Voici la répartition des exportations des clients de l'Indonésie en clair. Voilà. Et donc on ne va pas s'intéresser bien sûr aux 46% des autres, mais vous voyez comment 16% des exportations sont à destination du Japon, 11% de la Chine, 9% vers Singapour, 8% vers la Corée du Sud. Le 10, hein, c'est l'Union européenne. Donc ça montre bien, vous voyez, que l'Indonésie échange énormément avec ses proches voisins asiatiques et elle s'ouvre de plus en plus donc, à la proximité régionale. Et c'est un indice de l'augmentation de ces flux intra-régionaux. Notez un chiffre qui est tout à fait intéressant, comment ces flux intra-régionaux aujourd'hui représentent 53% du commerce total des pays d'Asie du Sud et de l'Est, alors qu'en 1970, les flux intra-régionaux ne représentaient que 25%. Donc, je disais en 1970. Donc, ils ont considérablement évolué. On parle aujourd'hui d'ailleurs parfois de circuits intégrés asiatiques. Comme ils fabriquent beaucoup d'électronique en plus, voilà, circuit intégré hein, dans le sens où beaucoup d'implantations de firmes transnationales se font dans un cadre régional. Hein, c'est la nouvelle division internationale du travail, telle qu'on l'évoquait dans les premiers chapitres de géographie sur la mondialisation, mais à l'échelle de cette région avec des filiales, des prises de participation et des sous-traitances entre donc l'Indonésie, la Chine, le Japon, la Corée, les Philippines. Voilà, et s'établit ainsi un véritable, ce qu'on appelle aussi parfois un corridor économique. Hein, c'est une expression qui pourrait figurer dans une composition également, un corridor économique qui va de Singapour à Tokyo, qui est structuré par des interfaces maritimes et des nœuds littoraux. On a déjà vu ça également dans le chapitre sur les espaces maritimes, hein, avec des ports de commerce très actifs, hein, 19 des 25 premiers ports de commerce, hein, Shanghai, Singapour, etc. Là aussi, appuyez-vous sur ce qui a déjà été vu. Et puis, toujours à propos de cette Asie de l'Est et du Sud, enfin du Sud-Est plus exactement, citez le rôle joué par une association régionale, hein, qui est l'ASEAN, là aussi on en a parlé, de la mondialisation, donc qui regroupe les pays d'Asie du Sud-Est, puis on parle parfois d'ASEAN plus 3, parce qu'il y a des accords qui sont signés avec les trois étant la Chine, le Japon et la Corée, qui ne font pas partie de l'ASEAN, donc, mais qui parfois signent des accords particuliers avec eux, signe de cette forte intégration de l'Asie de l'Est. Alors, maintenant, l'Asie du Sud, hein, dans le grand C, puis on va surtout parler de l'Inde, hein, le géant. Et à propos de l'Inde, on peut parler d'une intégration progressive à cet ensemble asiatique. Hein, voilà, une intégration
progressive, c'est-à-dire, alors déjà, on rappelle que l'Inde ne s'ouvre que dans les années 1990 sur l'extérieur, elle avait jusqu'alors établi très peu de partenariats avec ses voisins, et dans le cadre de cette ouverture des années 90, elle va d'abord se tourner vers les États-Unis, l'Union européenne, en ouvrant des zones économiques spéciales à partir de 2005, mais de manière plus récente, aujourd'hui, l'Inde regarde un petit peu vers cette région de l'Asie de l'Est. D'ailleurs, ça porte un nom, c'est cette politique de regard vers l'Est. Alors, comme c'est en Inde, on le dit en anglais, c'est qu'on appelle la Look East, policy. Donc littéralement la politique de regard vers l'Est, c'est-à-dire que l'Inde tente de se rapprocher de l'Asie de l'Est en développant des partenariats avec le Japon, avec l'ASEAN ou avec la Chine. D'ailleurs, la Chine est devenue le deuxième partenaire commercial de l'Inde après l'Union européenne. Vous pouvez noter ce chiffre qui est tout à fait impressionnant, qu'avec la Chine, entre la Chine et l'Inde, donc entre 2000 et 2012, donc entre 2000 et 2012, les échanges donc sino-indiens ont été multipliés par 23. Voilà, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel. Il faut quand même rappeler qu'on partait de très bas, mais néanmoins cette augmentation fait penser à certains observateurs qu'il y a un partenariat économique nouveau qui se crée. Certains parlent déjà de Chine-India, vous voyez, pour le désigner, comme on avait parlé de Chine-Afrique dans un autre chapitre. Bon, voilà, à relativiser néanmoins, parce que toujours à propos des relations entre l'Inde et la Chine, on parle parfois de culture de la méfiance, tant ces deux grands pays ont été en froid pendant longtemps, et se sont même fait de petites guerres. Donc, entre Chine et l'Inde, vous voyez, c'est coopération et compétition, néanmoins, donc à nuancer, à relativiser. Bien, donc voilà, après ce panorama démographique, puis économique, nous allons venir dans le grand 3 de ce chapitre, maintenant à la notion de développement, axée autour des défis, comme je l'ai annoncé dans l'introduction, donc les défis du développement. Voilà, et tout d'abord le développement humain, qu'on va voir, qu'on peut qualifier déjà en retard et très contrasté. Donc ce développement humain en retard, contrasté. Nous allons voir ça à travers quelques cartes et quelques exemples. Et bien d'ailleurs, une carte pour commencer que je vous affiche tout de suite. Voilà, et vous noterez l'intérêt de cette carte, c'est que les données ne sont pas représentées État par État, mais région par région. Donc il y a un découpage beaucoup plus fin qui permet de rendre compte des différences, vous voyez, dans un pays comme l'Inde par exemple, entre les différents États qui composent l'Union indienne. Alors, quelques données globales. D'abord, la pauvreté dans cette région du monde, ça représente plus de... Hop là, on va essayer d'écrire en... Voilà, ici en blanc, plus de 2 milliards d'habitants. J'ai 2,2 milliards d'habitants sont dans une situation de pauvreté extrême, dont 1,6 milliard pour la seule Chine et pour l'Inde, 40% de la population en Asie du Sud. Attention, pas dans toute la région, mais 40% de la population de l'Asie du Sud vit sous le seuil de pauvreté. En Asie de l'Est, le chiffre est de 17%. Donc cette fois-ci pour l'Asie de l'Est, ce qui est quand même relativement différent. Et ça montre déjà donc les inégalités, d'abord entre ces deux très grandes régions, ici donc Asie de l'Est et puis là Asie du Sud, la carte en rend bien compte, mais il y a de très nombreuses autres inégalités, en particulier, on le voit un peu ici pour la Chine, entre les espaces littoraux et puis les espaces intérieurs. On le voit également, on disait à propos de l'Inde, vous voyez, des États les plus pauvres, quand je pense au Bihar par exemple ici, qui contraste avec l'État du Kerala tout au sud, qui est un des États les plus riches d'Inde. Des contrastes également entre les villes et les campagnes. Voilà, enfin vous voyez comment ces inégalités spatiales sont très très marquées, et bien évidemment il conviendrait là aussi de s'appuyer par exemple sur l'étude de cas de Mumbai et reprendre certains éléments de la fragmentation urbaine qui ont été évoqués dans ce chapitre, comment 60% des habitants de Mumbai vivent dans les slums. Bien, donc évidemment que ces problèmes de développement humain sont un défi majeur et restent un défi majeur pour l'Asie en général et pour l'Asie du Sud en particulier. Et puis un autre
Voilà, on va reprendre à nouveau du blanc. Il y a un autre défi très important, c'est le lien entre la croissance économique, tel que nous l'évoquions dans la deuxième partie, et les notions de développement durable. Puisque le faible développement et puis la concentration des populations accroissent les risques et les bilans des catastrophes naturelles, par exemple, hein, simplement les inondations, les séismes, hein, au Bangladesh, au Pakistan, où c'est malheureusement assez fréquent. Il y a également des risques technologiques. On repense à un accident qui est plus tellement récent, mais qui avait causé à l'époque plus de 4000 morts, qui s'était produit en 1984 à Bhopal, lorsqu'une usine chimique avait explosé. Il y a également des problèmes majeurs qui sont liés à la qualité de l'air. Voici une vue aérienne sur Beijing, la capitale chinoise, et puis le sort de ces malheureux habitants, hein, obligés de sortir masqués. Et c'est cette image, juste pour souligner, essayer de rappeler que ce développement entraîne une très forte pollution, qu'en 2011, les émissions de gaz à effet de serre en Asie ont représenté 40% des émissions totales, hein, donc de ces fameux gaz responsables du réchauffement climatique, du dérèglement climatique pourtant, plus exactement, hein, donc 40% de l'ensemble des émissions mondiales, dont 25% pour la seule Chine, hein, qui est le premier émetteur de gaz à effet de serre devant le Japon et l'Inde. Bon, à cela on peut rajouter les pluies acides, la déforestation, en Indonésie en particulier, pour l'huile de palme, qui entraîne des disparitions de terres agricoles, la désertification, l'urbanisation accélérée qu'on évoquait dans le Grand 1 est également source d'une forte pollution. Vous pouvez noter que 16 parmi les 20 villes les plus polluées au monde se trouvent dans cette région d'Asie du Sud et de l'Est. La ville de New Delhi, hein, est réputée pour être la ville la plus polluée au monde, et ça entraîne évidemment beaucoup de maladies. Le Mumbai, pour reprendre cet exemple, l'étude de cas où 60% des habitations n'ont pas de toilettes et ne sont pas reliées à un réseau d'assainissement des eaux correct, renvoie à toutes ces pollutions générées par la ville. Et d'une façon générale, la population entraîne une forte tension sur les ressources disponibles. Et je vous renvoie à un exemple évoqué dans le cours sur l'Afrique, où on évoquait la politique chinoise de land grabbing, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette politique qui consiste pour la Chine, et c'est vrai aussi par exemple pour la Corée du Sud, à acheter des terres à l'étranger pour les cultiver de manière à assurer sa sécurité alimentaire. Donc tout ça nous renvoie à ces tensions sur l'espace et les atteintes à l'environnement générées par cette croissance économique. Bien, alors en conclusion à cette question, il faut dire d'abord et rappeler, hein, que la croissance économique que connaissent tous ces pays asiatiques est aujourd'hui un facteur de développement incontestable, que les changements ont été radicaux et que ça a entraîné une amélioration pour un bon nombre d'habitants, mais bien souligner comment cette croissance est inégale socialement et aussi spatialement, qu'elle accroît les tensions, hein, sur les ressources, sur l'environnement, on vient d'en parler, et qu'aujourd'hui, le défi que doivent relever tous ces États d'Asie du Sud-Est est celui d'une croissance maîtrisée, mais qui s'accompagnerait d'un véritable développement humain.